Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis chercheur à l'Institut de cancérologie de Nantes-Angers, au CRCI de NA et ainsi qu'à l'ICO, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et je vais intervenir donc aujourd'hui pour vous parler donc de cancer du sein, d'activité physique adaptée, pardon, j'ai zappé trop tôt, et donc d'épigénétique, donc un terme que Camélie a déjà utilisé tout à l'heure et je vais débuter en fait par définir ce terme. Donc en fait, l'épigénétique, vous le voyez dans le petit carré jaune en haut, donc ça correspond en fait simplement à une signalisation de type un peu feu vert, feu rouge, comme on peut voir en dessous. Je vais me déplacer, je vais continuer de faire de l'activité physique, ça marchera mieux que le pointeur. Comme ça, j'aurai fait mon nombre de pas. Donc ça correspond un peu à cette signalisation, donc feu vert, feu rouge, qui va faire que les gènes en fait vont être exprimés ou pas. Et comme vous le pensez intuitivement, bien entendu, feu vert, expression, feu rouge, pas d'expression. En fait, ce schéma-là peut être mis sous forme de peinture, donc façon Miro. Vous allez retrouver le bandeau d'ADN ici, en noir. Ce que l'on observe ici, donc dans des cellules, le petit filament blanc, c'est l'ADN que l'on a qui va constituer nos chromosomes. Et en fait, ce fragment d'ADN, ce filament d'ADN s'entoure autour de protéines, représentées ici par les genres de petits ballons que l'on voit ici. C'est tous les petits spots blancs que l'on peut voir sur cette photo, donc que l'on appelle les histones. Et que ce soit l'ADN, donc le fragment blanc, le fragment noir et blanc ici, ou les ballons d'histones peuvent avoir des marques que l'on appelle des marques épigénétiques, des marques sur la génétique, sur l'ADN, d'où la constitution de ce mot porte-manteau épigénétique. Et donc là, sur cette peinture façon Miro, toujours, donc ces marques ont été représentées de la sorte, et ici, c'est ce que vous retrouvez ici, donc sur le panneau de la signalisation. Et en fait, ces marques épigénétiques jouent un rôle prépondérant dans l'expression des gènes, puisque vous savez que toutes les cellules de l'organisme ont le même ADN, mais elles remplissent des fonctions différentes. Et c'est grâce à cette signalisation différente que les gènes vont s'exprimer différemment dans des astrocytes, dans des cellules cérébrales et dans des cellules musculaires. Et c'est comme ça que l'on a différentes cellules dans l'organisme, alors qu'elles ont toutes le même ADN. C'est un peu une image qu'on a l'habitude de prendre. C'est un peu comme si l'ADN, c'était les ingrédients pour faire une recette, des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, etc. Et l'épigénétique va être en fait la manière d'utiliser ces ingrédients pour faire différents gâteaux. On peut faire une tarte aux pommes, on peut faire un gâteau aux pommes. Et en fait, l'épigénétique, c'est ça, c'est la manière dont l'ADN va être utilisé, va pouvoir s'exprimer. Et donc, ces phénomènes, ces feux, cette signalisation sont régulés, bien entendu, par tout un tas d'ouvriers, donc représentés ici par les petits bonhommes Lego de mes enfants. Et en fait, tout notre environnement, les différents composants de nos environnements vont venir, comme ça, activer ou empêcher donc, ces petits bonhommes Lego, ces petits acteurs, donc, de mettre en place cette signalisation épigénétique. Donc, dans le vivant, de manière tout à fait physiologique, lorsqu'une larve d'abeille va être nourrie, soit avec de la gelée royale, soit avec du miel, en fait, ça va activer ou non certains petits acteurs de l'épigénétique. Et donc, comme ça, il va y avoir des expressions de gènes de l'ADN des larves d'abeilles différentes. Et c'est comme ça que lorsqu'une larve est nourrie avec de la gelée, ça va donner une reine, en fait. Et si elle est nourrie avec du miel, et ben du coup, cette larve d'abeille va devenir plutôt une abeille ouvrière. Et donc, comme ça, on a exactement, différents collègues ont pu montrer comme ça qu'il y avait 560 gènes qui étaient régulés de manière différente par épigénétique entre les reines et les abeilles ouvrières. Et donc, cela sous l'apport de la nutrition. D'autres exemples bien connus aussi, par exemple avec l'acide folique ou alors les ions fer.
l'acide folique va venir empêcher nos petits ouvriers de fonctionner comme il faut. Alors que les ions fer vont venir booster l'activité de nos petits bonhommes, de nos petits acteurs épigénétiques. Et comme l'acide folique et les ions fer se retrouvent dans notre alimentation, on a par exemple le brocoli qui est plutôt riche en acide folique. Donc ça va plutôt tendance à comme ça, agir sur la méthylation de l'ADN. À contrario, de la viande rouge va, elle, être très riche en fer, et donc ça va comme ça activer plutôt de la déméthylation. Et donc bien sûr, au cours de notre alimentation, comme on mange de manière variée, de manière équilibrée, etc., on est toujours à un équilibre où on active autant les acteurs de la méthylation que les acteurs de la déméthylation, de la perte de la méthylation. Donc, d'autres facteurs peuvent jouer, bien entendu, sur la méthylation. C'est le cas, donc, cette fois-ci, des larves de drosophiles, de ces petites mouches, qui, un peu comme ce que l'on avait tout à l'heure, si les larves, en fait, sont élevées dans des atmosphères à 37 ou à 25 degrés, ça va les activer ou non des acteurs de l'épigénétique, et ça va jouer sur la couleur des yeux des mouches, des couleurs blanches lorsque le gène ne va pas être exprimé, et sinon les mouches, ces petites drosophiles, vont avoir comme ça des yeux rouges. On a les ondes de portable, les ondes de téléphonie, qui vont, pareil, de la même manière, agir sur nos acteurs de l'épigénétique. Comme on peut le voir ici, à chaque fois, on perd donc cette méthylation en fonction de la durée d'exposition à ces ondes de téléphonie. Là, c'est des expérimentations qui ont été menées chez des rongeurs. Mais ces résultats-là ne sont pas encore observés chez l'homme, mais bon, on peut penser que ça puisse l'être. Dans les facteurs environnementaux qui vont jouer comme ça sur la fonctionnalité de nos acteurs épigénétiques, il y a bien sûr tous les polluants. Et il y a quelques années, on avait mené une étude avec le glyphosate, un herbicide malheureusement bien connu. Et là, on peut voir que l'exposition au glyphosate en fait, induit une perte de la méthylation, une perte de ces petites marques épigénétiques. Et en fait, on a pu montrer comme ça que c'était dû principalement à la suractivation d'un acteur qui va venir supprimer, comme ça, le petit bonhomme Lego que l'on appelle tête, qui va venir comme ça supprimer la marque de l'épigénétique. Et donc, on peut comme ça, si l'on regarde le niveau de marque épigénétique donc chez des jumeaux à la naissance, lorsque l'on considère que les jumeaux n'ont pas été exposés, n'ont pas eu des styles de vie différents, exposés à différentes à des nutritions différentes, à différents polluants, etc., on peut voir qu'à l'âge de 3 ans, les marques épigénétiques sont équivalentes chez les jumeaux. Alors que lorsque les jumeaux ont 50 ans, ces marques épigénétiques diffèrent, puisque en fait, ils ont eu des styles de vie différents. Et bien entendu, dans cette étude, les jumeaux qui ont été inclus dans cette étude n'ont aucune maladie, quelle que ce soit, pas de diabète, pas de maladie cardiovasculaire, voilà. Et donc, ce qui me fait dire en fait que c'est comme ça que les jumeaux Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito évoluent, d'où leur différence de taille. Et donc, vous allez me dire, ok, donc ça c'est ce qui se passe de manière physiologique chez les abeilles, chez les larves de drosophiles, etc., même chez l'homme, même chez les jumeaux, mais qu'est-ce qui se passe en fait en cancérologie, dans le cancer? Et donc ce que l'on sait depuis des années maintenant, c'est que toutes les cellules tumorales en fait perdent leur marque de méthylation, comme vous voyez ici sur le tableau façon Miro. Les marques de méthylation ont disparu. Un autre constat que l'on a pu faire, c'est qu'en fait, quand la méthylation est plutôt forte, la réponse thérapeutique va être d'autant meilleure.
alors que si elles empruntent une route où la méthylation va être faible, la réponse thérapeutique va être faible, et donc fatalement, vous l'avez compris, si la réponse thérapeutique est bonne, la survie va être d'autant meilleure, et si elle est faible, malheureusement, le traitement va perdre en efficacité. Et donc, l'idée, une des idées avec mes collègues, c'est de se dire, est le sport dans tout ça? Parce que ce que je vous ai pas dit pour le moment, c'est qu'en fait, les marques épigénétiques, contrairement à la génétique, quand on a une mutation génétique, la mutation est là et elle reste tout le temps. Alors que les marques épigénétiques, vous l'avez peut-être compris à travers mon histoire de petits bonhommes Lego et des facteurs environnementaux, ces petits bonhommes peuvent être activés, soit ceux qui viennent mettre la marque, soit ceux qui viennent la supprimer. Et donc on a comme ça des marques qui sont réversibles. Donc quand on passe de la cellule normale à la cellule cancéreuse et que l'on perd les marques épigénétiques, on peut se dire, est-ce que l'on peut agir pour faire revenir les marques épigénétiques? De la même manière, lorsque la cellule est-elle déjà tumorale, on peut se dire, si je n'ai pas de marque épigénétique, est-ce que je peux agir de manière X ou Y sur ma cellule pour faire revenir ces marques épigénétiques et comme ça, avoir une réponse thérapeutique faible pour shifter de cette réponse thérapeutique faible à une réponse thérapeutique forte. Et donc, une des questions que nous étions posées, c'était de se dire, est-ce que le sport, en fait, peut faire ça? Peut soit prévenir ici, pour rester dans un état, entre guillemets, le plus normal possible de la cellule, ou peut, comme ça, générer un gain de la réponse thérapeutique. Donc en fait, pour ce faire, on a mené, on a déposé plutôt un projet auprès donc, du Cancéropôle Grand Ouest en 2020 avec mes collègues de l'ICO, donc dans le cadre du cancer du sein. Là, c'est pour que vous ayez un peu une idée donc, de la temporalité de nos recherches. Et donc, depuis 2020, on a mené une étude chez des patientes atteintes de cancer du sein, chez qui, en fait, on a pu recueillir du sang au moment avant, au moment de leur ce qu'on appelle le pré-diagnostic, avant qu'elle soit prise en charge par l'ICO, réellement au moment du diagnostic de la première consultation par les oncologues, et après, comme ça, pendant la thérapie, et à la fin de la thérapie. Et donc, on a analysé comme ça nos marques épigénétiques, nos marques de méthylation. Et en parallèle que les patientes donnaient leur sang pour nos analyses au laboratoire, elles ont rempli des questionnaires sur l'activité physique qu'elles faisaient ou qu'elles ont fait à chaque moment. Au moment du diagnostic, pendant la thérapie, etc. Et donc comme ça, on a pu associer, faire des corrélations entre le niveau d'activité physique que les patientes ont déclaré et nous, les marques biologiques de méthylation. Et comme on peut le voir ici, vous voyez que plus on va venir donc, de ce côté-ci du graphique, plus il y a de la méthylation de l'ADN, plus l'on va aller vers le haut du graphique, plus les patientes ont fait de l'activité physique. Et donc, on voit bien ici que les patientes qui sont actives au moment du diagnostic ont un capital de méthylation de l'ADN important. Et en fait, ces patientes-là se sont révélées celles qui avaient la meilleure réponse à la thérapie qu'elles ont prise par la suite. L'autre étude que l'on a menée, qui était pendant la thérapie, où là, pareil, on a analysé l'évolution de la pratique de l'activité physique, puisque à l'entrée, au moment du diagnostic, avec le questionnaire, on a pu voir si une patiente était active d'un point de vue de la pratique d'activité physique ou inactive ou hyperactive. Et on a pu comme ça voir si pendant le traitement, son activité physique avait été constante. Alors constante, ça peut être constante
inactif initial et aussi pendant le traitement, ou être maintenu actif au moment du diagnostic et au cours de la thérapie. Et on a pu comme ça mesurer l'évolution de la pratique de l'activité à l'évolution du niveau de notre marque épigénétique de la méthylation de l'ADN. Et l'on voit ici, en fait, dans ce cadran-là, que les personnes qui ont eu une activité physique adaptée qui a évolué, donc qui ont renforcé la pratique de leur activité physique, ont renforcé leur capital de méthylation. Et là encore, ces patientes-là ont eu une réponse thérapeutique meilleure que les autres. Et donc, à travers cette étude, on tend, encore une fois, comme le disait Amélie, il faut être prudent dans les conclusions que l'on avance, mais cette étude participe, avec d'autres, à soutenir l'idée que la pratique d'activité physique avant et pendant le traitement va tendre à favoriser la réponse thérapeutique. Donc là, de patientes atteintes de cancer du sein, traitées avec une certaine thérapie qui s'appelle des CDK4, CDK6 inhibiteurs, pour rentrer un peu plus dans le détail. Et donc actuellement, en fait, on est en train, comme le disait Amélie, d'essayer de décortiquer mécanistiquement, réellement, ce qui se passe dans le sang de ces patientes, pour essayer d'avoir la preuve, de dire, d'accord, si les patientes ont fait plus de sport, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un gain, en fait, ici, sur leur niveau de méthylation. Donc, on cherche, comme ça, à savoir réellement, encore une fois, mais mécanistiquement, ce qui se passe pour expliquer ces corrélations. Parce qu'en effet, pour le moment, on est juste à des corrélations, c'est-à-dire qu'on associe une pratique d'activité physique à un haut capital de méthylation et à une réponse favorable. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe, entre guillemets, entre ces grands points d'étape. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Ah, les visages sont floutés, c'est indépendamment de ma volonté. Donc c'était voilà, c'était pour vous dire que bien entendu, c'est un travail d'équipe qui englobe des chercheurs, des étudiants, des oncologues, des techniciens et ingénieurs de laboratoire, donc différents partenaires, le CIRIC, le Cancéropôle, la région qui nous soutient énormément, des associations comme Odyssea, les différentes régions du Grand Ouest à travers le Cancéropôle et différentes équipes de recherche. Donc voilà, merci de votre attention. Moi, j'avais une question en vous écoutant. Je me disais, est-ce que, puisqu'on parle de la pratique d'activité physique adaptée qui apparaît, alors reste à prouver, j'ai bien entendu, mais est-ce que vous avez constaté, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur d'autres pathologies ? Oui. Dans cette étude, on travaille aussi notamment sur le cancer de la prostate, on a inclus du cancer du poumon. Voilà. Mais d'autres pathologies telles que, je sais pas, le diabète. Oui. Non, puisque ma spécialité étant là, moi la cancéro, d'accord. Mais je sais que oui, ça se fait pour d'autres pathologies non tumorales. Ça se fait aussi pas mal dans les maladies neurodégénératives, oui. Alzheimer, Parkinson. Ouais, et toujours, il y a cette histoire de lien entre l'activité physique et la méthylation de l'ADN, les modifications épigénétiques apparaît toujours. D'accord. Mais d'un point de vue, pour le moment, que corrélatif. Et justement, quand on a plusieurs chercheurs, plusieurs équipes dans le monde à vraiment essayer de savoir ce qui se passe vraiment. Quel petit bonhomme Lego on va aller activer quand on fait de l'activité physique. Et en effet, qu'est-ce qui se passe pour les activer, quoi. Est-ce que c'est des substances que les cellules musculaires relarguent et vont comme ça être véhiculées dans le sang ou les différents fluides de notre organisme jusqu'aux cellules tumorales, et ça va être comme un message que les cellules musculaires envoient aux cellules tumorales
pour aller activer cette méthylation, quoi. Voilà, c'est une des hypothèses sur lesquelles... Alors, il faut vous donner rendez-vous dans combien de temps pour avoir la fin de l'histoire? Je sais pas, dans 1 ou 2 ans, je pense. Ah, ça va. Oui, avec ma collègue qui se cache un peu là. Voilà, on a comme ça deux approches, deux approches candidates en cours qui pourraient, dans 1 ou 2 ans, permettre d'expliquer ça. En tout cas, moi j'ai appris un mot, la méthylisation. La méthylation. En tout cas, c'était très pédagogique. Merci d'expliquer concrètement des choses très compliquées pour nous. Et je pense que ces fondamentaux, ils sont importants aussi pour nous, patients naïfs, de comprendre d'abord le sens de vos recherches et puis de voir la cohérence qu'il existe entre les efforts que vous nous demandez et les objectifs qui sont cherchés, quoi. Oui, quoi. Encore une fois, c'est vrai que les patients n'apparaissent pas dans la photo d'équipe qui a participé, mais vu qu'on se base bien entendu sur des prélèvements sanguins, sur des questionnaires que les patientes ont remplis, pour moi les patientes, oui, quoi, jouent un rôle prépondérant, primordial dans ces recherches. Et si en effet des interventions comme aujourd'hui peuvent permettre de voir ou d'expliquer à quoi peut servir quand un clinicien demande une prise de sang supplémentaire pour la recherche, ça sert entre autres à ça, à mener ce genre d'études. C'est vrai que souvent on est sollicité, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être sollicité, et quand on nous dit c'est pour la recherche, on s'imagine toujours que c'est pour la recherche de nouveaux médicaments, dans notre tête, des traitements et autres. Mais savoir que ça peut servir à autre chose et que c'est un ensemble pour aller vers le mieux, voire par rapport à des choses qui sont à notre portée, parce que plein de choses nous échappent, mais ça reste dans les possibilités des patients de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses. Je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, merci pour vos explications. C'est très complémentaire par rapport aux autres explications qu'il y a eu. Et puis alors maintenant, c'est encore à votre tour, je crois.